Quand je suis rentrée dans la voiture, mais il était trop tard, j'ai tout pris dans le nez. Car sa belle-mère est testée positive au Covid-19 quelques jours plus tard. Isabelle, elle, commence à développer des symptômes de la maladie qu'elle note dans cet agenda. Forte fièvre, perte du goût et de l'odorat, sensation d'une barre sous la poitrine. La cinquantenaire présente en plus un profil à risque. Ses poumons et son foie sont déjà fragiles à cause d'anciennes pathologies. 10 jours après l'apparition des premiers symptômes, elle finit par être hospitalisée. Je me suis rendu compte que mon cœur était en train de s'arrêter. Et cette barre, en fait, que j'avais sous la poitrine, quand je toussais, je croyais que c'était la douleur de tousser, c'était musculaire. Je disais, ça doit être le sternum. Ben non, c'était pas ça. C'était mes poumons qui me faisaient mal. Et c'était cette insuffisance respiratoire et ce problème cardiaque qui arrivait. Après 2 semaines d'hospitalisation à Cambrai, Isabelle a pu rentrer chez elle, mais la convalescence est encore longue. Ça va beaucoup mieux, je ne tousse presque plus. Et j'arrive à marcher jusqu'au fond du jardin, faire tout le tour, revenir et monter une fois les escaliers par jour. Une seule fois. Désormais, Isabelle redoute d'entrer à nouveau en contact avec le virus et tomber malade. Elle appelle donc tous les Français à bien respecter le confinement. Professeur Pialou, donc on voit le cas d'Isabelle, qui heureusement donc est guérie, s'en est bien sortie. Mais il faut quand même préciser qu'il y a beaucoup de malades qui vont avoir des séquelles, qui vont avoir du mal à récupérer une vie normale. Alors, effectivement, il y a plusieurs catégories de malades qui vont avoir une vie plus compliquée. Dans l'immense majorité des cas, il faut quand même le rappeler, c'est des formes bénignes et les gens gardent une fatigue pendant quelques jours, etc., mais peuvent réintégrer leur travail assez rapidement. C'est la grande majorité, heureusement. Mais pour les formes hospitalisées et les formes en réanimation, on a effectivement des complications d'ailleurs dont on connaît pas, on n'a pas de recul. C'est-à-dire, par exemple, quand ils ont des troubles neurologiques, puisque l'hôpital public s'est formidablement défendu et se défend formidablement face à cette crise sanitaire. Oui, mais il a fallu se réorganiser dans l'urgence parce que les hôpitaux n'étaient pas prêts. Pourquoi ? Comment en est-on arrivé là ? De quand date la crise des hôpitaux ? Expliquez-nous. Alors je dirais 1995, c'est la date qui est généralement citée comme étant le début de la fin, mais ensuite il y a eu les 35 heures de Martine Aubry. Ça, appliqué à l'hôpital, ça a été catastrophique. Il y a eu les réformes de Jean-François Mattei avec l'aval de Jacques Chirac en 2003, il y a eu les économies de Roselyne Bachelot et Nicolas Sarkozy, il y a eu la logique comptable qui a été appliquée encore plus par la gauche sous François Hollande, pas de changement notable depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Bref, quand on interroge les médecins, on s'aperçoit qu'il y en a à peu près pour tout le monde. Ils en veulent à tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 25 ans. Bien, tout commencerait donc en 1995 avec la réforme de la sécurité sociale et des hôpitaux. Oui, la réforme Juppé, vous vous souvenez qu'elle avait provoqué 3 semaines de grève. Oui. On a retenu que le gouvernement avait finalement reculé sur les régimes spéciaux de la SNCF, mais il n'y avait pas que ça. La réforme des hôpitaux, elle, était passée par ordonnance. L'État avait mis la main sur la gestion des hôpitaux en fixant pour la première fois des objectifs chiffrés. Et pour faire respecter ces objectifs, on a embauché des milliers de fonctionnaires dans les nouvelles agences régionales. C'est le début de la prise de pouvoir par les comptables. Et puis sont venues les 35 heures, appliquées partout, sans discernement, généralement considérées comme une catastrophe pour les hôpitaux. Les 35 heures voulues par Martine Aubry, mais appliquées mise en place par Elisabeth Guigou le 1er janvier 2002. 750 000 fonctionnaires hospitaliers qui d'un seul coup bénéficient d'une réduction de temps de travail. On passe de 8 heures par jour à 7h36. Ou bien on bénéficie de jours de RTT, mais les embauches promises pour compenser cette réduction de temps de travail ne suffiront jamais, soit par manque de moyens, soit par manque de candidats, soit les deux. Les 35 heures ont désorganisé tous les services, elles ont créé des surcharges de travail, de la rancœur aussi, parce que trop souvent les soignants ne parviennent pas à prendre leur RTT. Après la réélection de Jacques Chirac, le nouveau ministre de la Santé, Jean-François Mattei, est l'auteur d'une réforme qui va aussi désorganiser les hôpitaux et le système de santé français. Oui, Jean-François Mattei, c'est un médecin qui a cédé au lobby médical. Ce lobby qui avait exigé et qui a obtenu ce qu'on a appelé la fin de la permanence de soins, c'est-à-dire l'obligation pour les médecins de ville de prendre des gardes. À l'époque, il faut s'en souvenir, tous les 10 jours en moyenne, un généraliste assurait une permanence la nuit ou le week-end. Son numéro de téléphone était affiché à la pharmacie. Tout le monde pouvait à 3 heures du matin appeler le médecin de garde et il se déplaçait au domicile du malade. C'était la noblesse du métier, m'a expliqué hier un vieux médecin qui à l'époque pratiquait dans la Lorraine industrielle. C'est un pilier de notre système de santé qui s'est effondré. Pourquoi ? Parce qu'à partir de la fin des gardes, on est allé aux urgences. Et voilà. Jusqu'en 2003, aux urgences, on soignait
les urgences. À partir de 2003, on a soigné les bobos aussi. Et c'est la fréquentation de ces services qui a explosé et tout désorganisé. Évidemment. Et puis dans la foulée, toujours en 2003, Jacques Chirac et Jean-François Mattei font voter la réforme qui a vraiment transformé l'hôpital. Et pas dans le bon sens. C'est plus technique, mais c'est très important. C'est l'instauration de la tarification à l'acte, le fameux T2A. Les hôpitaux sont financés en fonction du nombre des actes produits. On pousse les hôpitaux à se tourner vers les activités les plus rentables. Les hôpitaux commencent à essayer de se refiler les patients non rentables, trop chers. Le taux de remplissage est calculé, il doit atteindre 90%. La durée d'hospitalisation doit être la plus courte possible. Une sage-femme m'expliquait par exemple hier que lorsqu'une jeune maman fatiguée devrait rester à la maternité une nuit de plus, eh bien il faut la décourager parce que ça coûte théoriquement 2000 € la nuit. En réalité, 2000 € la nuit. Théoriquement. Oui, théoriquement. C'est la logique comptable. En réalité, si vous gardez dans un service qui n'est pas plein une jeune maman une nuit de plus, ça coûte le prix d'un plateau repas. Ça coûte 5 €. Mais en logique comptable, on dit que ça coûte 2000 €. Oui. Et c'est la les moyens ont ensuite été réduits, les moyens des hôpitaux, sous Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot, François Hollande, Marisol Touraine, Emmanuel Macron, Agnès Buzyn. 70 000 lits d'hôpital ont été supprimés en 15 ans. Ouais, une maternité sur 3 a été fermée, une centaine d'hôpitaux fermés aussi par la gauche entre 2012 et 2007. Bref, on a demandé toujours plus d'économies alors que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de gras. Ouais. Et pourtant, la France est le pays européen qui dépense le plus pour la santé. Alors ça, c'est le paradoxe. On dépense 200 milliards par an, ça fait 3 000 € par an et par Français. 7,9% de notre PIB, c'est 1% de plus que la moyenne européenne, c'est plus que l'Allemagne, et la moitié de tout cet argent va à l'hôpital. Mais l'explication, eh bien, c'est que les budgets des hôpitaux ont augmenté de 2% par an, alors qu'il faudrait 4% pour compenser le vieillissement de la population et l'augmentation des frais. Merci, c'était très très intéressant. Nicolas Poincaré, 7h59. On va continuer à parler de notre système de... Est décédée par exemple dans les EHPAD. Elles ne sont pas prioritaires, mais surtout parce que quand la maladie devient extrêmement problématique et que se pose le problème de réanimation, c'est un problème respiratoire que des personnes à partir d'un certain âge, c'est pas l'âge qui définit, mais en général à partir d'un certain âge, ne sont pas capables de supporter. Donc en gros, avant de faire entrer quelqu'un en réanimation, en plus le Covid impose une réanimation extrêmement difficile et longue, on mesure en gros les risques et les bénéfices, et pour toutes ces personnes-là, c'est très rarement bénéfique. Donc on ne le choisit pas. Et ensuite, comme il n'y a pas de réanimation, ce sont des gens qui peuvent mourir asphyxiés ou par manque de respiration. Et là se pose la question, normalement on leur donne un médicament qui s'appelle le midazolam, qui a une demi-vie très courte, c'est un peu technique, mais qui a une demi-vie très courte, c'est-à-dire qu'on arrive à très bien le doser pour endormir la personne pendant un certain temps, la réveiller, etc. Il y a une pénurie sur ce médicament. Or, il est très utilisé. On a besoin de beaucoup de ce médicament en réanimation. Donc, il est prioritairement utilisé en réanimation. Et le gouvernement a permis, sur demande des médecins, notamment de soins palliatifs, l'utilisation du Rivotril, qui est beaucoup moins maniable. Donc, c'est une sédation qui est plus profonde et qui aide, en gros, ces personnes-là. En gros, un médecin qui est en face d'une personne qui s'asphyxie pendant 72 heures, lui donne ça, et en gros, la fin de vie va durer 2 heures. Donc oui, le seul problème qui se pose avec le Rivotril, c'est pas que le Rivotril permet d'euthanasier. Il n'y a pas d'intention euthanasiante chez les médecins qui vont l'utiliser. En revanche, le problème qui s'est posé, c'est que notamment dans les EHPAD ou dans les maisons de retraite, les personnels ne sont pas formés à cette utilisation-là. Et là, ça pose une vraie question. Mais il faut faire attention, c'est pas un droit d'euthanasie. Très bien. Philippe Bilger, on va refermer effectivement ce dossier sur les EHPAD et on voit bien combien c'est un sujet extrêmement grave et sensible, vers quelque chose peut-être de plus léger, avec ce couple de Parisiens qui a été verbalisé en Bretagne, parce qu'il y a des braves gens qui veulent prendre des vacances, et effectivement c'est absolument interdit. Donc un couple de Parisiens a été verbalisé et renvoyé ce week-end de Bretagne, où était venu passer le confinement malgré les interdictions de déplacement et de location saisonnière. Que dit la réglementation en matière de départ en vacances ou de confinement dans les régions touristiques? 1, les départs en vacances sont interdits. 2, on ne peut pas se déplacer pendant le confinement, on ne peut pas changer l'endroit où l'on est confinement. Et 3, le seul moyen légal pour pouvoir être confiné dans sa résidence secondaire, c'est d'y avoir été avant le 17 mars. Donc ça, c'est clair. On va écouter le maire, ou madame la maire, plus exactement, de Plougasnou, puisque ce couple de Parisiens était à Plougasnou. Mais ce qui est terrible là-dedans, c'est que, vous savez comment ils ont été, comment ça s'est su? Ils ont été dénoncés. Les voisins. Ils ont été, les voisins. Alors bon, c'est ça qui me gêne dans cette histoire, parce que
Je voudrais vraiment avoir de temps en temps un voisin qui dénonce. Ça m'intéresserait vraiment. Qui m'appelle, vous voyez, qui viennent sur notre plateau. Alors, il vous dirait d'ailleurs, c'est pour... voilà, c'est civique, citoyen, etc. Mais comment dire, celui qui dénonce, c'est comme quand on était en classe, quoi, on a quelques souvenirs. Non, mais voilà. C'est quand même un état d'esprit. Oui. Alors écoutons quand même la maire de Plougasnou et après on sera avec Philippe Bilger. Alors par les gendarmes qui effectuent des rondes très très régulières et notamment sur la côte bien sûr puisque la plupart des résidences secondaires ou des locations se situent sur le littoral. C'est des personnes qui avaient été, en tout cas contrôlées, puisqu'ils se promenaient sur la plage. Vous savez que c'est interdit, les promenades sur le littoral. Et donc cette personne en infraction avait donné des éléments pour dire, oui, mais ici il y a beaucoup